Assise à la terrasse d'un petit café parisien, le soleil du matin réchauffe mes mains autour de ma tasse de chicorée. Mes pensées s'envolent, loin, vers ce jour lointain où Charles, avec un geste protecteur, m'avait murmuré « Ne t'inquiète pas pour ma mère, tu m'as moi ». Ces mots, à l'époque, sonnaient comme une mélodie rassurante, une promesse d'un monde à deux. J'y avais cru, de tout mon cœur, tant j'avais désiré y croire. Il pensait sans doute m'avoir choisi pour ma discrétion, mon charme simple, ma capacité à m'adapter à son univers. Il me voyait, oui, mais d'une certaine façon seulement, comme une image qu'il avait façonnée. Il ne soupçonnait pas ce que mes yeux captaient en silence, ce que mon esprit commençait à assembler, pièce par pièce. Mon mutisme n'était pas celui de la soumission, mais celui de l'observation profonde. Il a fallu que chaque pilier de notre vie commune vacille, que les masques tombent un à un, pour que la véritable nature des choses se révèle, avec une clarté brutale. Ce matin-là, entre le cliquetis des tasses et le murmure de la ville, je savais que ma vision était enfin complète. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Mon nom est Isabelle Moreau. J'ai 45 ans aujourd'hui, et si vous me rencontriez en ce moment précis, assise là, dans cette salle d'audience bondée du tribunal de grande instance de Paris, vous ne verriez sans doute qu'une femme vêtue simplement, le dos droit, le regard posé. J'ai fondé, il y a quelques mois à peine, une fondation dédiée à accompagner les femmes qui, comme moi, se sont retrouvées un jour face à l'inconcevable, devant les décombres de ce qu'elles croyaient être leur vie. Cette mission me remplit, elle donne un sens nouveau à chaque souffle. Pourtant, ce matin-là, malgré ma nouvelle force, je me sentais étrangement ramenée en arrière, au tout début de ma propre histoire, celle qui m'a menée ici. L'air était lourd, saturé de l'odeur du papier, du bois ancien et d'une tension palpable qui semblait vibrer dans chaque recoin de la pièce. Les flashs des photographes crépitaient, tels des éclairs silencieux, à chaque mouvement, à chaque visage capturé. Ils étaient là, Charles, mon futur ex-mari, et à ses côtés son avocat, maître Philippe Bertrand, l'air grave et confiant à la fois. Un peu en retrait, mais son aura emplissait l'espace, se tenait Madame Éléonore Dubois, sa mère. Je la voyais d'un coin de l'œil, elle dégageait cette assurance froide, ce sourire à peine esquissé qui disait tout sans prononcer un mot. Ses yeux, d'un bleu acier, balayaient la salle, s'arrêtant parfois sur moi, porteur d'une expression que je connaissais trop bien, un mélange de mépris discret et d'une certitude absolue quant à l'issue de cette journée. Ils attendaient tous. Je sentais leur regard peser sur mes épaules, sur la simple chemise que je portais, sur mes mains posées calmement sur le dossier devant moi. Chaque personne dans cette salle, depuis le journaliste fébrile jusqu'à la greffière affairée, en passant par les visages curieux ou compatissants de l'assistance, tous s'attendaient à ce que je signe. À ce que j'appose mon nom au bas de ce document qui allait sceller ma défaite, m'effacer de leur histoire comme on efface une erreur. Ils croyaient me voir gâcher ma propre existence en quelques traits d'encre. Une femme sans ressources apparentes, face à une puissance établie, à une fortune dont l'éclat aveuglait. Une épouse éconduite, condamnée à s'effondrer sous le poids de la trahison et de l'humiliation publique. Mais dans mon fort intérieur, je savais que leur vision était faussée. Je n'étais pas seule, ni impuissante, même si mon attitude ne trahissait aucune émotion particulière. Le chemin que j'avais parcouru, les nuits sans sommeil, les larmes silencieuses, les heures passées à comprendre, à observer, avaient forgé en moi une armure invisible. Ils s'imaginaient que j'allais me briser, que le chagrin et la honte allaient me consumer, m'obligeant à accepter leur verdict sans condition. C'était leur scénario, celui qu'ils avaient écrit et rejoué tant de fois dans leurs esprits. Mais ce jour-là, l'histoire ne suivrait pas leur script. Je le savais, au plus profond de mon être. Maître Sophie Delacroix, mon avocate, cette femme d'une intelligence rare et d'une ténacité à toute épreuve, m'avait donné un signe discret. Le moment était venu.
Mes doigts se sont posés sur le fermoir de mon simple porte-document en cuir. Ce n'était pas un geste anodin. Chaque mouvement était lourd de sens, chargé de l'accumulation de mois de silence, de patience et de résilience. Lentement, délibérément, j'ai ouvert le fermoir. Le léger clic a résonné, presque inaudible dans le brouhaha contenu de la salle, mais pour moi, c'était le son d'une porte qui s'ouvrait sur une autre vérité, une vérité que n'avais jamais envisagée. Les papiers à l'intérieur étaient ordonnés, propres, des témoins muets de ce que j'avais traversé. En les touchant du bout des doigts, un flot de souvenirs m'a envahi, doux amer, comme une vieille mélodie oubliée qui ressurgit sans crier gare. Je me suis revue, une autre moi, plus jeune, plus naïve, le jour où tout avait commencé. C'était il y a un peu plus d'1 an, avant que cette salle d'audience ne devienne une réalité palpable, avant que ces visages ne se transforment en ceux de mes adversaires. C'était le jour où j'avais rencontré Charles Dubois. Je travaillais alors dans une petite galerie d'art, nichée au cœur du Marais, un quartier de Paris que j'aimais pour ses ruelles pavées, son histoire et son effervescence créative. La galerie était mon refuge, mon univers, un endroit où la beauté et l'émotion parlaient d'elles-mêmes. Ce soir-là, nous organisions une exposition caritative. L'atmosphère était légère, imprégnée du parfum des fleurs et du chuchotement des conversations. C'est dans ce décor, presque de conte de fées, que Charles avait fait son entrée. Il n'était pas seulement beau, il était magnétique. Le genre d'homme qui, sans un mot, attirait tous les regards, captait l'attention de tous. Mais ce qui m'avait le plus frappé, c'était la façon dont ses yeux s'étaient posés sur moi. Pas à travers moi, comme tant de personnes fortunées avaient l'habitude de le faire, mais vraiment sur moi, comme si j'existais, comme si je comptais. C'est du moins ce que je croyais à l'époque. Une douce illusion qui, je le savais aujourd'hui, avait été le point de départ de tout. Notre romance, celle de Charles et moi, s'était déroulée avec une rapidité déconcertante, comme un tourbillon enivrant qui vous emporte avant même que vous n'ayez le temps de respirer. Il n'avait pas simplement franchi la porte de ma petite galerie, il avait fait irruption dans ma vie, la transformant du tout au tout en quelques semaines. Charles avait cette élégance naturelle, cette aisance propre aux hommes qui ont toujours connu le confort, les codes d'un certain monde. Son allure était irréprochable, son sourire désarmant. Il savait comment attirer les regards, mais, plus important encore pour moi à l'époque, il savait comment me faire sentir unique. C'était une sensation nouvelle, enivrante, d'être vu, vraiment vu, par quelqu'un d'aussi remarquable. Nous avions passé des mois à vivre une sorte de conte de fées moderne. Les dîners s'enchaînaient dans des restaurants étoilés du 8e arrondissement, où les couverts étincelaient et où chaque plat était une œuvre d'art. Les week-ends nous emmenaient loin, parfois sur la côte normande, où le vent de la mer semblait balayer toutes mes préoccupations. Et chaque jour, sans exception, un bouquet de fleurs fraîches arrivait à la galerie. Des roses, des lys, des pivoines, chaque livraison était une déclaration silencieuse, un rappel constant de son affection. J'étais porté par cette vague de bonheur, ébloui par l'éclat de ce nouveau monde. Mon cœur, il faut l'avouer, tournait à plein régime. Au bout de 6 ou 7 mois, le temps passait si vite, alors il m'a demandé en mariage. C'était un soir, après un dîner simple que j'avais préparé dans mon appartement. Il s'est agenouillé avec une bague qui scintillait, une pierre si pure que j'ai eu l'impression qu'elle contenait toute la lumière du monde. Son prix dépassait sans doute largement mon salaire annuel, je le savais. Mais à cet instant, ce n'était pas l'argent qui parlait, c'était l'émotion. J'ai pleuré, des larmes de pure joie, me sentant comme l'héroïne d'un de ces films romantiques que je regardais adolescente. J'avais trouvé l'homme de ma vie, j'en étais certaine. Le premier appel que j'ai passé, après avoir dit oui, fut à mon père, Monsieur Jean Moreau. Il avait toujours été mon roc, un homme sage et terrax en grave terre. Je me souviens de ma voix tremblante d'excitation, essayant de lui raconter toute l'histoire, la rapidité, la beauté, la magie.
Il m'a écouté avec une patience infinie, puis, après un long silence, il a prononcé des mots qui, à l'époque, m'avaient un peu froissé, mais qui aujourd'hui résonnent avec une acuité déchirante. Isabelle, ma chérie, avait-il dit, sa voix grave empreinte d'une douceur inquiète, ce qui va vite, casse vite. Prends le temps de bien regarder, mon enfant. J'aurais dû l'écouter plus attentivement. J'aurais dû me méfier de cette vitesse, de ce sentiment d'être bousculé par le destin. Mais j'étais trop aveuglée par l'amour, trop désireuse de croire à ma propre histoire. Le mariage fut extravagant, bien trop extravagant pour mes goûts, pour mes modestes origines. J'avais l'impression d'être une poupée qu'on habille et qu'on expose, plutôt qu'une jeune femme célébrant son union. Mais le pire, ou du moins ce qui fut le premier véritable frisson glacé, ce fut la présence de Madame Éléonore Dubois, la mère de Charles. Elle arborait un sourire impeccable pour les photographes, un masque de parfaite bienveillance. Pourtant, chaque fois que ses yeux se posaient sur moi, ils étaient d'une froideur polaire, une évaluation silencieuse et impitoyable. Je sentais son regard me peser, me juger, comme si j'étais une intruse, une pièce rapportée qui ne cadrait pas avec le tableau parfait de leur famille. Pendant la cérémonie elle-même, au moment où le photographe a demandé les photos de famille, Madame Dubois a tout simplement disparu. Une absence opportune, m'étais-je dit. Une absence qui m'avait blessée, oui, mais que j'avais tenté de rationaliser. Plus tard, lorsque j'en avais parlé à Charles, il s'était contenté de m'embrasser le front, un geste tendre qui balayait mes inquiétudes d'un revers de main. « Ne t'inquiète pas pour ma mère, mon amour, avait-il murmuré. Tu m'as moi. J'aurais dû y voir un premier drapeau rouge, un signal d'alarme. Ce n'était pas la première fois que son attitude minimisait les comportements de sa mère. Mais à cet instant, dans la bulle de notre bonheur, je n'avais pas voulu voir. Je m'étais accroché à ces mots, à l'idée que son amour suffirait à aplanir toutes les aspérités. Après notre lune de miel, un voyage luxueux et lointain dont je garde peu de souvenirs précis, tant j'étais préoccupé par l'avenir, nous avons emménagé. Pas dans notre propre appartement, comme je l'avais imaginé, mais dans le vaste hôtel particulier familial de Charles, à Neuilly-sur-Seine. Charles m'avait assuré que ce n'était que temporaire, juste le temps que nous trouvions notre propre nid. Pour que tu t'adaptes en douceur à la famille, avait-il ajouté. Cette adaptation en douceur et cet arrangement, temporaire, se sont rapidement transformés en une prison dorée. Une prison où le silence était parfois plus assourdissant que le vacarme, et où les règles non écrites régissaient chaque aspect de ma nouvelle existence. J'étais entré dans un monde dont je ne connaissais pas les codes, et chaque jour, je sentais un peu plus le poids de mon ignorance, de ma différence. Mais je voulais y croire, je voulais que cela marche, plus que tout. L'arrangement, temporaire, dont Charles m'avait parlé, cette période d'adaptation douce à sa famille, s'est vite muée en une réalité bien plus lourde. Le vaste hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, avec ses salons grandioses et ses jardins impeccables, n'a pas été le foyer chaleureux que j'avais secrètement espéré. Il est devenu, pour moi, une sorte de prison dorée, où chaque pièce résonnait d'un silence pesant, où chaque recoin semblait observer mes moindres faits et gestes. Je me sentais étrangère, une pièce rapportée qui ne trouvait pas sa place dans cet échiquier familial si ancien, si bien huilé. Dès le premier mois, Madame Éléonore Dubois a commencé son travail de sape. Ce n'était jamais une attaque frontale, jamais un mot déplacé en public. Non, sa cruauté était d'une finesse chirurgicale, une torture lente et raffinée. Elle avait l'art de me faire sentir minuscule sans jamais élever la voix. Je me souviens d'une fois où j'avais préparé un plat simple, une recette de mon enfance, espérant apporter une touche de moi-même à leur table si formelle. Elle avait goûté, puis, avec un sourire à peine perceptible, avait commenté « Je suppose que vous avez fait de votre mieux avec votre expérience limitée en cuisine, Isabelle. L'intention y est, c'est ce qui compte. » Mes joues avaient brûlé, et le plat, tout à coup, m'avait semblé insipide, dérisoire.
Ces remarques portaient souvent sur mon origine, sur mon milieu. Cette robe est charmante, pour quelqu'un de votre milieu, disait-elle parfois, ses yeux glissant sur mes vêtements comme s'il y cherchait une tache invisible. Chaque mot était une piqûre d'épingle, chaque intonation, un rappel constant de la distance qui nous séparait. Elle ne critiquait jamais directement mon goût, mais elle replaçait systématiquement les objets décoratifs que j'avais eu l'audace de bouger, réorganisant le salon à son goût, comme pour signifier que ma touche n'avait pas sa place, que ma vision était inadéquate. Mes opinions, lors des discussions familiales, étaient souvent ignorées, ou accueillies par un hochement de tête poli, vite suivi d'un changement de sujet. J'étais là, présente physiquement, mais mon esprit, ma voix, ma personne étaient rendus invisibles. Le plus insidieux, ce fut la façon dont elle exerçait son pouvoir sur le personnel de maison. Je n'ai jamais entendu Madame Dubois leur donner une instruction directe de m'ignorer. Jamais. Mais les signaux étaient clairs, et les domestiques, ces hommes et femmes discrets qui évoluaient dans l'ombre, avaient vite compris. Je pouvais demander une tasse de thé, et la personne me regardait, un instant, puis détournait les yeux, attendant le signe imperceptible de Madame Dubois. Un simple clignement, un léger mouvement de tête de sa part, et ma demande était enfin honorée. Je me sentais complètement transparente, une ombre dans ma propre maison. Cette sensation d'être niée, d'être rendue insignifiante, était une forme de torture lente, qui rongeait ma confiance jour après jour. Et Charles? À chaque fois que j'essayais de lui faire part de mon malaise, de ces petites piques quotidiennes, de cette solitude grandissante, il balayait mes inquiétudes d'un revers de main. Elle est juste traditionnelle, ma chérie. Donne-lui du temps. Tu sais, elle est très attachée à ses habitudes. Ou encore, ma mère a un caractère fort, Isabelle, il faut savoir l'apprendre. Tu t'y habitueras. Ces mots, censés me rassurer, me laissaient un goût amer. Du temps? Comme si le temps allait transformer une indifférence glaciale en affection sincère. Comme si ma présence était une intrusion, et qu'il fallait que je me fonde dans le décor, que je devienne moi-même invisible pour être acceptée. J'attendais, j'espérais, mais rien ne changeait. Le palais doré devenait chaque jour un peu plus étouffant. Au fil des mois, une autre fissure, plus profonde encore, a commencé à apparaître dans le tableau de notre vie. Au bout d'environ 9 mois, j'ai remarqué un changement subtil mais inquiétant chez Charles. Il prenait de plus en plus souvent ses appels dans d'autres pièces, sa voix basse, comme s'il avait quelque chose à cacher. Il rentrait plus tard le soir, et parfois, je pouvais distinguer un parfum discret, fleuri, qui n'était pas le mien. Ce n'était pas une odeur forte, agressive, juste une note subtile, étrangère, qui s'accrochait à ses vêtements. Son téléphone portable était devenu une extension de lui-même, toujours à portée de main. Je le voyais sourire en lisant des messages, des sourires que je ne partageais plus, puis il le cachait rapidement dès que j'approchais, comme s'il protégeait un secret. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Mon ventre se serrait à chaque appel, à chaque message dissimulé. Mais je ne voulais pas devenir cette épouse que Madame Dubois avait déjà essayé de me faire passer pour, la femme paranoïaque, la jalouse qui voyait des ombres partout. Je me battais contre moi-même, contre cette petite voix intérieure qui ne cessait de me tourmenter. Je voulais croire Charles, je voulais croire en notre amour, en ce conte de fées qui s'effilochait. Un après-midi, Solène Varin, une amie de longue date de la famille, est venue prendre le thé. C'était une femme d'une élégance incontestable, toujours impeccable. Madame Dubois avait dit en la présentant, « Solène, l'amie de la famille, a toujours eu une place spéciale ici. » Ce n'était qu'une phrase, un simple mot, mais il avait résonné étrangement en moi. Une place spéciale. Que signifiait ce spécial? C'était une graine de doute, plantée là, discrètement, dans le terreau déjà fertile de mes angoisses. Un léger malaise m'avait envahi, une sensation diffuse que quelque chose m'échappait,
que je ne comprenais pas tous les non-dits de ce monde qui était censé être le mien. La solitude n'était plus seulement un sentiment, elle devenait une réalité palpable, grandissant chaque jour un peu plus dans les vastes pièces de cet hôtel particulier. Parfois, les choses que l'on refuse de voir, celles qui nous dérangent au plus profond, finissent par s'imposer à nous, n'est-ce pas? Comme si notre cœur percevait déjà la vérité bien avant que notre esprit ne l'accepte. Vous est-il déjà arrivé de ressentir cela, cette dissonance étrange entre ce que l'on veut croire et ce que l'on presse? Si vous avez traversé des moments où votre instinct vous parlait, mais que la raison tentait de le faire taire, je serais heureuse de lire vos réflexions. N'hésitez pas à les partager, si vous en ressentez l'envie. La suspicion, cette compagne silencieuse et tenace, avait atteint son paroxysme. Mon instinct, que j'avais tant de fois tenté de faire taire, hurlait désormais à l'intérieur de moi. La petite voix qui me disait que quelque chose n'allait pas, que Charles s'éloignait, que le parfum étranger sur ses vêtements était plus qu'une simple coïncidence, cette voix était devenue un cri assourdissant. Je ne pouvais plus l'ignorer. Mon cœur était lourd, une pierre au fond de ma poitrine, et l'idée de la trahison me rongeait. Un jeudi soir, Charles avait annoncé qu'il avait une réunion d'affaires tardive. Il y avait quelque chose dans sa voix ce soir-là, une nuance que je n'avais pas su déchiffrer sur le moment, mais qui avait instillé en moi un malaise grandissant. Son regard fuyant, le geste trop rapide pour attraper ses clés. Tout cela m'avait semblé faux. C'est à ce moment-là, dans le silence de notre vaste maison, que j'ai pris une décision que je n'aurais jamais cru possible. Une décision qui allait changer le cours de ma vie, me forçant à regarder en face ce que je craignais le plus. J'ai décidé de le suivre. Je me souviens de la boule qui me serrait la gorge, de mes mains crispées sur le volant de ma propre voiture, que j'avais sortie du garage avec une prudence infinie. Les rues de Paris défilaient, mes phares éclairant le chemin que Charles empruntait. Mon cœur battait la chamade, chaque kilomètre parcouru était une angoisse supplémentaire. Je l'ai vu s'arrêter devant un restaurant étoilé du 8e arrondissement, un établissement luxueux et discret, le genre d'endroit où l'on va pour être vu ou pour ne pas l'être, selon l'occasion. Et là, mon souffle s'est coupé. Une femme s'est approchée de sa voiture. Elle était d'une beauté saisissante, grande, élégante, ses cheveux coiffés à la perfection. Elle portait une robe argentée qui, j'en étais certaine, coûtait plus cher que toute ma garde-robe réunie. Elle a embrassé Charles. Pas un baiser rapide et amical sur la joue, non. C'était un vrai baiser, un baiser qui ne laissait aucune place au doute, un baiser passionné qui disait tout. Et il lui a rendu ce baiser, avec une tendresse que je n'avais plus ressentie de sa part depuis des mois. C'était Solène. J'ai appris son nom plus tard, mais à cet instant, je savais. Je savais tout. Je suis restée dans ma voiture, garée un peu plus loin, dans l'ombre. Les lumières de la ville scintillèrent à travers mes larmes qui brouillaient ma vision. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés, jusqu'à ce que plus aucune larme ne puisse sortir. La douleur était physique, une morsure au plus profond de mon être. Mon conte de fées s'était effondré, non pas en miettes, mais comme un château de sable emporté par la marée, ne laissant derrière lui que le vide et le sel. J'étais trahie, humiliée, ma confiance piétinée. Le chagrin était si profond qu'il menaçait de m'engloutir. Mais quelque part, entre les larmes et le désespoir, quelque chose a changé en moi. Une flamme s'est allumée, froide et vive. Je ne savais pas d'où elle venait, mais elle m'a saisi, m'a donné une clarté nouvelle, impitoyable. Je n'allais pas m'effondrer. Non. Je ne serais pas cette femme brisée qu'ils attendaient. Je me suis redressée, essuyant mes dernières larmes avec un revers de main tremblant. Je ne vais pas m'effondrer, me suis-je dit à voix basse, une promesse à moi-même. Je vais observer. Je vais apprendre. Je vais tout documenter. La douleur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en une détermination d'acier. Le véritable choc est survenu 2 semaines plus tard. Mon nouveau rôle, celui d'observatrice silencieuse, avait commencé.
J'avais commencé à suivre Madame Éléonore Dubois également. Une intuition, une curiosité amère, m'avait poussé à le faire. Un après-midi, je l'ai vu se diriger vers un grand hôtel parisien, près des Champs-Élysées, un lieu de rendez-vous discret et de transactions importantes. Mon souffle s'est de nouveau coupé quand j'ai vu qu'il attendait. C'était Solène Varin. La maîtresse de Charles était là, assise à une table avec ma belle-mère, et elles riaient ensemble, comme de vieilles amies, complices. J'ai réussi à m'approcher, à me fondre dans le décor du hall d'hôtel, suffisamment pour capter des bribes de leur conversation. Ce que j'ai entendu a fait glacer mon sang dans mes veines. J'ai distinctement perçu la voix de Madame Dubois, froide et calme, tandis qu'elle remuait son thé. Charles est prêt, disait-elle, son sourire habituel, à la fois charmant et glacial, se dessinant sur ses lèvres. Il est déjà las d'elle. Puis, le mot suivant a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Le contrat prénuptial est inattaquable. Elle n'aura rien. Solène s'était penchée en avant, une pointe d'anticipation dans sa voix. Et après le divorce, avait-elle demandé, un espoir malsain dans ses yeux. Madame Dubois avait répondu, son regard brillant d'une satisfaction implacable, « Alors tu pourras l'épouser convenablement. » Comme nous l'avons toujours prévu. Je suis à peine retournée à ma voiture, mes jambes menaçant de me lâcher. Comme nous l'avons toujours prévu. Ces mots ont tourbillonné dans mon esprit, déformé par la terreur. Ce n'était pas seulement une affaire, une trahison. C'était une conspiration. Une machination élaborée, minutieusement planifiée. Madame Dubois avait choisi Solène pour Charles, et j'étais juste un obstacle, une étape transitoire, une pièce à retirer de leur jeu d'échecs familial. Chaque remarque cruelle, chaque humiliation subtile, chaque moment d'isolement que j'avais subi, tout cela faisait partie d'un plan orchestré pour me briser, pour me pousser à partir d'elle-même. Mais je ne partirais pas. Pas maintenant. La douleur s'était muée en une colère froide, une force nouvelle, et je savais ce que je devais faire. La lutte ne faisait que commencer. Cette semaine-là, après avoir entendu ces mots glaçants de la bouche de Madame Dubois, quelque chose en moi s'est figé. Je n'étais plus la même Isabelle. La peur avait fait place à une détermination froide, presque clinique. Le chagrin, lui, s'était mué en une énergie nouvelle, une vigilance accrue. Je devais agir, et agir vite, mais surtout, agir sans un bruit. C'était le temps du silence, de l'observation minutieuse, de la collecte systématique. Je devais devenir une ombre, une détective malgré moi, dans ma propre vie, dans ma propre maison. J'ai commencé par de petites choses. Discrètement, j'ai activé la fonction d'enregistrement sur mon téléphone, le laissant à portée de main lors de mes rencontres avec Madame Dubois. Chaque mot, chaque pic subtil, chaque commentaire dépréciatif était désormais consigné. C'était étrange, presque irréel, d'écouter ma propre humiliation, mais je savais que chaque enregistrement était une pièce du puzzle, une preuve de leur machination. Je suis devenue une experte en discrétion, suivant Charles et Solène à distance respectueuse, mon appareil photo dans mon sac. J'ai pris des clichés de leurs rendez-vous secrets, des regards complices, des gestes trop intimes pour de simples amis. J'ai gardé chaque reçu, chaque trace de leurs dépenses communes, chaque petit indice qui pourrait un jour parler. Mon audace grandissait avec ma détermination. Un après-midi, j'ai appris que Madame Dubois se rendait à son rendez-vous hebdomadaire au spa, un rituel immuable. C'était ma chance, ma seule fenêtre. Le cœur battant à tout rompre, mes mains tremblant à peine, j'ai osé pénétrer dans son bureau privé, au sein de l'hôtel particulier. C'était un sanctuaire interdit, un lieu où son pouvoir s'exprimait le plus crûment. L'air y était lourd, imprégné du parfum de ses papiers anciens et de son autorité incontestable. J'ai cherché. Mes doigts parcouraient les tiroirs, les dossiers, chaque recoin, avec une urgence frénétique. C'est là que je l'ai trouvé. Un dossier, sobrement étiqueté Avenir de Charles.
À l'intérieur, ce n'était pas un simple accord, mais un document qui m'a coupé le souffle. Il s'agissait d'un projet de mariage, d'un accord familial en bonne et due forme entre Madame Éléonore Dubois et Mademoiselle Solène Varin, daté de 2 mois avant mon propre mariage avec Charles. Les termes étaient clairs. Solène devait épouser Charles et ainsi intégrer l'empire familial. La signature de Madame Dubois était là, au bas du document, juste à côté de celle de Solène. Ils avaient tout planifié, avant même que je ne prononce mon oui. J'ai photographié chaque page, chaque détail. Mais je n'ai pas arrêté là. J'ai continué à creuser, mon esprit aiguisé par la rage et la découverte. J'ai trouvé des relevés bancaires, des preuves de virements mensuels de plusieurs milliers d'euros, de Madame Dubois à Solène. Des paiements réguliers, étalés sur plusieurs années. Elle payait littéralement cette femme pour séduire mon mari, pour détruire mon mariage. J'ai déniché des reçus d'hôtel, des impressions de messages entre elles, et même des notes manuscrites de Madame Dubois. Des phrases comme « Opération éloignement Isabelle », « Calendrier de transition pour Charles » y étaient écrites de sa propre main. La cruauté n'était pas seulement calculée, elle était minutieusement documentée. Après cela, la subtilité a disparu. La cruauté de Madame Dubois est devenue publique, plus malveillante. Lors des dîners de famille, elle me rabaissait ouvertement, m'accusant, devant témoins, d'avoir volé des bijoux que je n'avais jamais touchés. Elle a commencé à répandre des rumeurs dans leur cercle social, insinuant que j'étais instable mentalement, que mon comportement était étrange, paranoïaque. Je sentais les regards peser sur moi, les chuchotements. J'étais salie, sans défense apparente. Puis, un soir, Charles a amené Solène à dîner à la maison. Elle était présentée comme une amie de ma mère. Il riait, parlait, comme si j'étais invisible, assise à ma place, les servant de thé, le cœur serré. Madame Dubois, ce soir-là, m'a lancé un regard d'une froideur inoubliable. Certaines femmes sont des épouses, Isabelle. D'autres ne sont que des entremetteuses. Ces mots, prononcés d'une voix douce, ont déchiré le peu d'espoir qu'il me restait. Je me suis excusée, suis montée à l'étage et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient secs, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune larme. Le vide était immense. Mais au fond de ce vide, une nouvelle résolution est née. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais de justice. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de maître Sophie Delacroix, cette avocate dont la réputation la précédait. Ma voix était calme, mais emplie d'une détermination nouvelle, inébranlable. Le temps du silence était révolu. Le lendemain de cette terrible soirée, après les paroles glaciales de Madame Dubois, je n'ai pas hésité. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé maître Sophie Delacroix. J'avais son numéro depuis quelques jours déjà, obtenu grâce à un contact discret de mon père. Elle était réputée pour sa ténacité et son intelligence redoutable dans les affaires de divorce les plus complexes. Je me souviens de son bureau, un espace sobre mais élégant, où les livres de droit s'empilaient avec une dignité silencieuse. Je lui ai tout raconté, du début à la fin, avec une précision que la douleur avait aiguisée. J'ai étalé devant elle mes photos, mes enregistrements, mes documents volés dans le bureau de ma belle-mère. Elle a écouté, sans m'interrompre, son visage impassible, ses yeux perçants absorbant chaque détail. Puis, quand j'ai eu fini, elle a regardé les preuves avec une lueur nouvelle dans le regard. « Votre dossier est solide, Madame Moreau, m'a-t-elle dit d'une voix calme mais ferme. « Très solide. Ils pensent que vous n'avez rien, n'est-ce pas? C'est notre avantage. Laissez-les croire qu'ils ont gagné, qu'ils sont invincibles. Puis, le moment venu, nous frapperons fort au tribunal, là où cela compte le plus. » Sa stratégie était audacieuse, presque cruelle, mais elle résonnait en moi avec une justesse inattendue. C'était la seule voie. Je me suis sentie un peu moins seule ce jour-là, une alliée enfin trouvée dans cette guerre silencieuse que je menais. Pourtant,
La période qui a suivi a été un véritable enfer. Comme Maître Delacroix l'avait prédit, l'équipe de communication de Charles, sous l'influence évidente de Madame Dubois, a lancé une campagne de presse féroce contre moi. Les journaux à sensation, les magazines People, se sont remplis d'articles et de photos retouchées. J'étais dépeinte comme une croqueuse de diamants, une femme instable mentalement, abusive envers la pauvre Madame Dubois. Les images de Charles et Solène, toujours souriants, apparaissaient partout, avec des titres accrocheurs comme « Le milliardaire enfin libéré d'un mariage toxique » ou « L'amour retrouvé après un calvaire conjugal ». C'était une humiliation publique, une tentative de détruire ma réputation avant même que la vérité ne puisse émerger. Chaque gros titre me poignardait, chaque mot était une blessure supplémentaire. Mais le plus douloureux, ce fut l'impact sur ma propre famille. Mon père, Monsieur Jean Moreau, recevait des appels menaçants, des lettres anonymes. Il m'a supplié, la voix brisée, de tout laisser tomber. Ma chérie, signe ces papiers et tourne la page. Ne t'inflige pas cette humiliation publique, tu ne mérites pas ça, disait-il, son inquiétude palpable. Il ne comprenait pas la profondeur de l'enjeu, la nature de la bataille que je livrais. Mes parents, ces gens simples et honnêtes, étaient pris au piège de cette machination médiatique, et cela me rongeait. Je me sentais coupable de leur causer tant de peine, mais je ne pouvais pas reculer. Je ne pouvais pas les laisser gagner. À chaque appel de mon père, à chaque article venimeux, je répétais la même phrase, à lui, et surtout à moi-même. Pas encore, papa. Fais-moi confiance. C'était un mantra, une ancre dans la tempête. Je savais que leur stratégie visait précisément à me faire craquer, à me pousser à l'épuisement. Mais chaque attaque, loin de m'affaiblir, renforçait ma détermination. La solitude devint une sorte de cocon, un espace où ma volonté pouvait grandir, inébranlable. Exactement 1 an après mon mariage, comme une sombre ironie du destin, Charles est rentré à la maison. Il n'était pas seul. Son avocat, Maître Philippe Bertrand, l'accompagnait. Charles a jeté les papiers du divorce sur la table basse du salon, l'air froid et distant. Ce mariage était une erreur, Isabelle, a-t-il déclaré, sa voix dénuée de toute émotion. Madame Dubois observait la scène depuis l'encadrement de la porte, son visage empreint d'un sourire satisfait, presque jubilatoire. Et par la fenêtre, j'ai aperçu la voiture de Solène, garée dans l'allée. Ils avaient planifié ce moment, tous les trois, pour me donner le coup de grâce. Tu as 24 heures pour signer, a continué Charles, ou cela va devenir très désagréable. J'ai levé les yeux vers lui, un calme étrange m'habitait. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je simplement répondu. Madame Dubois a éclaté de rire, un rire sec et cinglant. Réfléchir? Mais tu n'as rien, Isabelle. Tu n'es rien. La violence de ces mots m'a frappé, mais je n'ai pas réagi. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de me lever, sans un mot de plus, et je suis montée à l'étage. Une fois dans ma chambre, j'ai appelé Maître Delacroix. Ma voix, étonnamment, était d'une clarté parfaite. Je n'avais plus de doute, plus d'hésitation. Maître, ai-je dit, il est temps. Détruisons-les. C'était une décision prise sans colère apparente, sans exultation, juste une certitude profonde. Le jour de l'audience est arrivé. Le soleil pâle d'hiver éclairait le tribunal de grande instance. À l'extérieur, les photographes étaient partout, leurs objectifs braqués sur l'entrée. Charles est apparu, entouré d'une équipe de 5 avocats coûteux, son visage masqué par une dignité de façade. Solène est arrivée séparément, vêtue d'une tenue de créateur qui, je n'en doutais pas, avait été payée par l'argent de Madame Dubois. Puis Madame Dubois elle-même, rayonnante de confiance, sa coiffure impeccable, son regard perçant. Et enfin, moi. Je portais une robe simple, rouge, la couleur de la détermination silencieuse. Je n'avais qu'un seul dossier à la main.
Et je suis entré seul. La salle d'audience était comble, l'air vibrante d'une anticipation presque palpable. Je savais que le spectacle allait commencer. Mais cette fois, le script serait le mien. La salle d'audience était silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber, tant la tension était palpable. Madame la juge Fournier, une femme aux yeux vifs et au maintien irréprochable, la cinquantaine élégante, présidait d'une main ferme. Son regard perçait les âmes, semblait-il. L'avocat principal de Charles s'est levé le premier. Il a présenté leur contrat prénuptial avec une emphase dramatique, un art de la rhétorique qu'on apprend dans les grandes écoles. Votre honneur, a-t-il commencé, sa voix résonnant avec assurance, Madame Isabelle Moreau a signé cet accord en toute connaissance de cause, pleinement consciente qu'elle quitterait ce mariage sans rien. L'union n'a duré qu'1 an. Elle n'a contribué en aucune manière aux actifs familiaux Dubois, immenses et hérités. Monsieur Charles Dubois souhaite simplement tourner la page et avancer dans sa vie, libre de toute entrave. Il a terminé son exposé avec un geste théâtral, comme pour sceller ma défaite. Madame la juge s'est tournée vers maître Sophie Delacroix. Votre réponse, maître, a-t-elle demandé, sa voix claire et précise. Maître Delacroix s'est levé, d'un calme olympien. Nous avons quelques questions préliminaires, votre honneur, a-t-elle répondu, son regard pétillant d'une intelligence que j'avais appris à respecter. Elle a commencé par Charles. Monsieur Dubois, a-t-elle lancé, sa voix dénuée de toute accusation, juste factuelle, y a-t-il une autre femme dans votre vie? Charles s'est agité sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Cela n'a aucune pertinence pour cette procédure, maître, a-t-il rétorqué, la voix un peu trop tendue. Je vais reformuler. Connaissez-vous une mademoiselle Solène Varin? Charles a hésité, juste assez longtemps pour que tout le monde dans la salle le remarque. Un battement de cœur, une fraction de seconde, mais cela a suffi. C'est une amie de la famille, a-t-il fini par balbutier. Juste une amie? Est-elle présente dans cette salle d'audience aujourd'hui? Maître Delacroix a posé la question avec une douceur faussement innocente. Tous les regards se sont tournés. Solène, assise dans la galerie, a rougi violemment. Madame la juge Fournier a levé un sourcil, à peine perceptible, mais le message était clair. Puis, Maître Delacroix s'est tourné vers Madame Éléonore Dubois. Madame Dubois, comment décririez-vous votre relation avec votre belle-fille, Madame Isabelle Moreau? Ma belle-mère s'est redressée, son masque de dignité retrouvé. Je n'ai été rien d'autre que bienveillante. C'est elle qui a toujours été difficile. Difficile? Comment cela? A demandé Maître Delacroix. Ingrate, paranoïaque, jalouse de la réussite de notre famille. Les mots coulaient, habituels. Je vois. Et mademoiselle Solène Varin, comment la connaissez-vous? Une amie de la famille, depuis des années, a répondu Madame Dubois, un léger sourire de suffisance. Combien d'années exactement? Maître Delacroix souriait, elle aussi, mais d'un sourire que j'avais appris à redouter pour les autres. 3, peut-être 4. C'est là que Madame Dubois a réalisé qu'elle venait de tomber dans un piège. Oui, mais cela... A-t-elle commencé, le visage livide. Madame la juge Fournier l'a interrompue, sa voix coupant l'air comme un couperet. Allons droit au but. Madame Moreau, êtes-vous prête à signer les papiers du divorce et à y mettre fin? Toute la salle s'est figée dans un silence absolu. Charles a esquissé un sourire narquois, Patricia s'est penchée en avant, Solène a retenu son souffle. Je me suis levée lentement. Votre honneur, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme malgré le battement frénétique de mon cœur, avant de répondre, il y a quelque chose que le tribunal devrait voir. J'ai posé mon dossier sur le bureau de la juge. L'avocat de Charles s'est levé d'un bond. Objection, votre honneur. Nous n'avons été informés d'aucune preuve supplémentaire.
Madame la juge l'a coupé court. Je déciderai de ce qui est pertinent. Qu'est-ce que ceci, Madame Moreau? 2 documents, votre honneur. Maître Delacroix a expliqué le premier. Votre honneur, il s'agit du contrat prénuptial original établi par le père de Monsieur Charles Dubois avant son décès. Un document qui protégeait tous les époux de la famille de manière égale. Celui-là même dont Madame Éléonore Dubois a elle-même bénéficié en épousant le père de Charles. Et surtout, un document qui n'a jamais été légalement annulé et qui, par conséquent, prime sur le contrat que Madame Moreau a signé. Madame la juge Fournier a examiné le document attentivement. Ceci semble légitime, et il est antérieur à votre accord de mariage, a-t-elle statué. Les avocats de Charles feuilletaient leurs papiers frénétiquement. Le visage de Madame Dubois était devenu complètement blanc. Charles, lui, semblait confus. De quoi parle-t-elle, a-t-il murmuré. Alors j'ai présenté le deuxième document. Votre honneur, voici des photographies d'un accord de projet de mariage entre Madame Éléonore Dubois et Mademoiselle Solène Varin, daté de 2 mois avant mon propre mariage avec Monsieur Charles Dubois. J'ai étalé les photos sur la table, suivi des preuves de virement bancaire mensuel de Madame Dubois à Solène, des impressions de messages entre elles planifiant l'adultère, et enfin, des enregistrements audio de leur conversation. J'ai fait un signe de tête à Maître Delacroix. Elle a appuyé sur un bouton. La voix de Madame Dubois a empli la salle d'audience, claire et glaçante. Une fois qu'elle sera partie, tu épouseras Charles. Tout ce que nous avons planifié. Puis la voix de Solène, et si elle ne cède pas? Et Madame Dubois, de nouveau, alors nous détruirons sa réputation jusqu'à ce qu'elle n'ait plus le choix. La salle a éclaté. Un tumulte de murmures, de chuchotements indignés. Madame la juge a frappé son marteau. Silence. Charles s'est levé, son visage un mélange de choc et de rage. Mère, qu'est-ce que tout cela signifie? Madame Dubois ne pouvait plus parler. Elle était figée sur sa chaise. Solène a tenté de fuir, mais un huissier l'a arrêtée. La voix de Madame la juge Fournier était de glace. Monsieur Dubois, étiez-vous au courant de cet accord? Charles semblait sincèrement anéanti. Non. Mère. Mais ce n'était pas fini. Maître Delacroix a continué de présenter des preuves, des photos de Solène portant des bijoux de famille, des cadeaux de Madame Dubois, des reçus d'hôtel pour leur rendez-vous secret, des déclarations de membres du personnel de maison attestant de l'abus psychologique que j'avais enduré, des dossiers médicaux montrant mes problèmes de santé liés au stress causé par la torture psychologique constante, et enfin, les propres notes manuscrites de Madame Dubois, avec en tête, opération. Éloignement Isabelle. C'est là que Madame Dubois a craqué. Je ne voulais que le bien de Charles. A-t-elle balbutié, les larmes coulant sur son visage. Le regard de Madame la juge Fournier était d'acier pur. En usant de fraude et de conspiration? Solène a commencé à pleurer, à son tour. Elle m'a offert de l'argent, un statut. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin. Je suis désolée. La voix de Charles s'est brisée. Vous m'avez utilisé? Vous deux? La façade de Madame Dubois s'est effondrée complètement. Cette fille n'était pas assez bien pour notre famille. J'ai fait ce que toute mère ferait. Madame la juge Fournier s'est penchée en avant, son regard perçant. Toute mère paierait quelqu'un pour séduire son fils et détruire sa femme? Madame Dubois, j'ai vu beaucoup de choses dans cette salle d'audience, mais ceci dépasse l'entendement. Le verdict, je le savais, ne tarderait pas. Cette audience, ces révélations, elles ont laissé en moi une étrange cicatrice. J'avais cherché la justice, et je l'avais trouvée. Mais la satisfaction, cette joie que l'on imagine, elle n'était pas là. Seulement une lassitude immense, un vide. J'avais cru être assez forte pour ne ressentir rien d'autre que la justesse de ma démarche. Pourtant,
en voyant leur visage s'effondrer, ces vies basculer, une sorte d'étrange vide s'est glissé en moi. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, si vous avez écouté ces mots, un simple « une minute » en commentaire serait comme un signe, un murmure silencieux qui me dirait que je ne suis pas seul dans ces pensées. Votre présence, même à travers ce récit, est un soutien immense pour que je puisse continuer à partager la fin de ce chemin. Le verdict n'a pas tardé. Quelques heures plus tard, la décision de Madame la juge Fournier est tombée, claire et sans appel. Le contrat prénuptial original, celui établi par le père de Charles pour protéger tous les membres de la famille, a été déclaré valide et opposable. Cela signifiait que je n'étais pas parti les mains vides. J'avais droit à une indemnité substantielle, une part équitable des actifs familiaux. Ce n'était pas l'objectif, du moins pas le seul, mais c'était la reconnaissance que j'avais ma place, que mon mariage n'avait pas été un simple caprice. Les preuves d'une conspiration et d'une fraude, elles, ne seraient pas ignorées. Madame la juge a ordonné que l'ensemble du dossier soit transmis au bureau du procureur. Madame Éléonore Dubois allait devoir faire face à une enquête approfondie sur ses finances, sur ses manigances, sur les années d'intrigue qu'elle avait tissées. Son image soigneusement construite, celle d'une matriarche respectée, s'était effondrée en quelques heures, réduite en miettes sous le poids de la vérité. Le destin de Charles, lui, avait pris une tournure étrange. Ironiquement, il a été noté dans les registres comme une victime, manipulée par sa propre mère. Une douleur sourde m'a traversée en pensant à cela. Il avait été un pion dans son propre drame, un fils aveuglé par l'influence maternelle et ses propres faiblesses. Le poids de cette révélation, le fait que sa propre mère l'ait utilisé comme un instrument, devait être une amertume terrible à porter. Quand je suis sorti de cette salle d'audience, c'était le chaos. Les photographes se sont rués sur moi, leurs questions fusant de toutes parts, leurs flashs aveuglants. Le vacarme était assourdissant, étouffant. J'ai avancé, le visage impassible, mais à l'intérieur, je ressentais une fatigue immense, une sorte d'épuisement profond qui allait bien au-delà de la simple lassitude physique. Le poids de la bataille, le poids de la solitude, tout cela retombait d'un coup. J'avais gagné, mais le goût de la victoire n'était pas aussi doux que je l'avais imaginé. Il était plutôt amer. Les conséquences se sont propagées rapidement, comme une onde de choc. Dès le soir même, j'ai appris que les partenaires commerciaux de Charles avaient suivi la retransmission en direct du procès. Les actions de la société familiale avaient chuté de 15%. Une preuve tangible que l'Empire, bien que bâti sur des fondations solides, était vulnérable aux mensonges et aux scandales. Madame Dubois, elle, a été escortée hors du tribunal par la sécurité, son visage blême, ses traits tirés. L'image de femme puissante et intouchable qu'elle avait si méticuleusement cultivée pendant des décennies était en ruine. Je me suis imaginé sa solitude, désormais, au milieu de son vaste hôtel particulier, entourée de son luxe, mais sans la respectabilité qu'elle chérissait tant. C'était une chute vertigineuse, une humiliation publique qui, pour elle, devait être pire que n'importe quelle sanction financière. Quant à Solène Varin, elle faisait face à des accusations de fraude. Sa carrière de mannequin, si brillante et prometteuse, s'est évaporée du jour au lendemain. Aucun grand nom de la mode, aucune famille influente ne voudrait être associée à la femme qui avait conspiré avec une belle-mère pour détruire un mariage. Elle avait cherché le statut et l'argent, et elle avait tout perdu. Charles, lui, a essayé de me joindre. Le soir même du verdict, puis le lendemain soir, et les jours suivants, pendant 2 semaines. Mon téléphone sonnait, inlassablement. Je voyais son nom apparaître sur l'écran. Chaque appel était une nouvelle tentative, une voix lointaine cherchant à rétablir un contact brisé. Mais je n'ai jamais répondu. Mes doigts ne pouvaient pas appuyer sur le bouton vert. La possibilité de lui parler, de lui dire quoi que ce soit, me semblait vide de sens. Il n'y avait plus rien à dire. Le pont entre nous était détruit, et le silence était ma seule réponse. Ce n'était pas par vengeance,
mais par une nécessité profonde de me protéger, de me reconstruire loin de son ombre. La victoire était là, palpable, mais elle laissait derrière elle un vide immense, un paysage émotionnel ravagé qu'il me faudrait du temps pour apprivoiser. Je sentais que la guérison ne serait pas un chemin facile. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour où les portes du tribunal se sont refermées sur mon ancienne vie. Les premières semaines ont été étranges, un mélange de soulagement et d'un vide profond. La tension avait enfin relâché son étreinte, mais elle avait laissé derrière elle une lassitude immense, comme après une longue maladie. Pourtant, je savais que je devais avancer. L'indemnité substantielle que le tribunal m'avait accordée n'était pas un prix pour ma souffrance, mais une ressource, une chance de transformer cette épreuve en quelque chose de constructif, de porteur de sens. C'est ainsi que la Fondation Isabelle Moreau pour l'accompagnement des femmes en rupture conjugale a vu le jour. J'ai utilisé cet argent non pas pour me venger, mais pour bâtir. Pour bâtir un refuge, une main tendue, pour toutes celles qui, un jour, se retrouveraient dans une situation similaire à la mienne. Mon équipe, petite mais dévouée, travaille sans relâche. Nous aidons ces femmes à documenter les abus, souvent subtils, parfois insidieux, qui minent leur vie. Nous les mettons en contact avec des avocats compétents, des maîtres de la croix qui savent écouter et défendre. Nous leur offrons un logement sûr, loin des pressions, des menaces, loin du regard accusateur de ceux qui veulent les voir s'effondrer. Chaque femme qui franchit les portes de notre fondation, je revois un peu de moi-même il y a 1 an. Ces visages marqués par la peur, par l'isolement, par l'impression d'être invisible. Mais je vois aussi, au fond de leurs yeux, une étincelle, une force silencieuse. Elles sont effrayées, oui, isolées souvent, mais elles ne sont pas encore brisées. Elles cherchent juste un guide, une boussole pour se retrouver. Et c'est cette quête de dignité, cette soif de reprendre le contrôle de leur propre récit, qui nous unit. Je les écoute, sans juger, sans précipiter. Je partage mon expérience, non comme un modèle, mais comme un chemin possible, une preuve que l'on peut se relever, même après les pires tempêtes. Quant aux autres, les acteurs de mon propre drame, je n'éprouve pas de joie malsaine à penser à leur sort. Simplement une constatation, une observation des conséquences. Madame Éléonore Dubois, elle, continue de se battre sur le terrain légal. Les enquêtes sur ses finances ont mis en lumière des pratiques peu scrupuleuses, des arrangements complexes. Ses amis, ceux-là même qui venaient si souvent à l'hôtel particulier pour ses réceptions mondaines, l'ont abandonnée. La société qui la célébrait autrefois ne fait plus que chuchoter dans son dos. Elle est seule, je crois, dans ce grand manoir de Neuilly-sur-Seine, entourée de son argent, de son luxe, mais sans personne qui se soucie vraiment d'elle. Le pouvoir et la richesse, je l'ai appris, peuvent être des prisons bien plus froides que la pauvreté. La carrière de Solène Varin, celle qu'elle avait tant espéré construire sur les ruines de mon mariage, s'est évaporée en un clin d'œil. Aucun grand créateur, aucune marque de luxe ne souhaite plus être associée à la femme qui a conspiré avec une belle-mère. Son nom est devenu synonyme de scandale, de calcul. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle avait quitté le pays, cherchant peut-être un anonymat que le reste du monde lui refusait désormais. Son rêve de statut, d'intégration dans ce milieu doré, s'était transformé en exil. Et Charles? Il m'a envoyé une lettre d'excuse publique. Elle a été publiée dans les mêmes magazines qui m'avaient dépeinte comme une croqueuse de diamants. Il y admettait avoir été manipulé, avoir été faible, avoir manqué à ses devoirs envers moi. Il y exprimait un regret sincère, une prise de conscience tardive. J'ai appris qu'il était en thérapie, essayant de comprendre comment sa propre mère avait pu orchestrer la destruction de son mariage, de sa vie. Le choc de la vérité, pour lui, avait été brutal, et il cherchait désormais à se reconstruire, à donner un sens à ce qui s'était passé. J'ai pris le temps de lire sa lettre, plusieurs fois. Elle ne m'a pas rendue heureuse, pas vraiment. Elle n'a pas effacé les blessures.
Mais elle a ouvert une porte. Une porte vers une forme de paix. Je lui ai répondu. Juste une ligne, simple, directe, sans fioriture. Je te pardonne, ai-je écrit, mais je n'oublierai jamais. C'était ma vérité. Le pardon n'efface pas le passé, mais il libère l'avenir. Il permet de déposer le fardeau, de ne plus porter le poids de la rancœur. Mais l'oubli, non. L'oubli serait une trahison envers moi-même, envers la femme que j'étais devenue. La vie m'avait enseigné des leçons trop précieuses pour être effacées d'un revers de main. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me souviens de ce vieil adage, si souvent cité, la vengeance est un plat qui se mange froid. Pour moi, ce plat n'était pas seulement froid, il était glacé, congelé jusqu'à la moelle, et il a été servi dans le froid d'un tribunal, avec des preuves irréfutables comme accompagnement. Ce n'était pas une question de goût, mais de nécessité. Madame Éléonore Dubois pensait, dans son arrogance si ancrée, qu'elle pouvait me détruire simplement parce que je ne venais de nulle part, parce que mes racines n'étaient pas aussi profondes ou aussi prestigieuses que les siennes. Solène Varin, elle, était persuadée qu'elle pouvait me voler ma vie, mon avenir, uniquement grâce à sa beauté, à ses relations soigneusement tissées, à cette façade brillante qu'elle affichait. Et Charles, dans sa propre suffisance, m'avait jugée trop faible pour riposter, trop insignifiante pour me battre contre leur monde. Ils m'avaient tous sous-estimée. Ils avaient tous fait la même erreur fondamentale, celle de juger un livre à sa couverture, sans jamais prendre la peine d'en lire les pages. Ils ont tous oublié une chose, une vérité simple que la vie m'avait enseignée bien avant eux, dans les silences de ma propre existence. La personne la plus silencieuse dans une pièce est souvent la plus intelligente. Pendant qu'ils étaient occupés à me rabaisser, à me jeter l'opprobre, à me faire sentir insignifiante, j'étais occupée à recueillir chaque fragment de leur machination. Pendant qu'ils célébraient leurs plans ingénieux, persuadés de leur victoire inéluctable, j'étais en train de bâtir, pièce par pièce, un dossier en béton, solide et inattaquable. Et pendant qu'ils croyaient que j'étais à terre, brisée, j'étais en réalité en train d'aiguiser mon épée, patiemment, dans l'ombre. Ce que j'ai gagné ce jour-là, ce n'était pas simplement un divorce. Oh non. J'ai exposé une conspiration. J'ai mis à nu un réseau de mensonges et de manipulations qui, je le crois, allait bien au-delà de ma seule personne. J'ai aussi, d'une certaine manière, sauvé un homme de la manipulation toxique de sa propre famille. Charles, malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs, était lui aussi une victime dans cette histoire tordue, pris au piège des fils tissés par sa propre mère. Et j'ai montré au monde, à mon petit monde du moins, que la cruauté, aussi soigneusement planifiée soit-elle, aussi discrète ou sophistiquée qu'elle puisse paraître, finit toujours, par se retourner contre ceux qui la sèment. C'est une loi immuable, comme la chute des feuilles en automne ou le retour des marées. Aujourd'hui, ma vie a un autre sens. La fondation est devenue mon quotidien, ma raison d'être. Chaque femme que j'aide à retrouver sa voie, à se tenir debout, est une petite victoire, non pas contre un adversaire, mais pour la dignité humaine. C'est un chemin qui n'est pas toujours facile. Il y a encore des matins où les souvenirs affluent, où une certaine mélancolie me saisit. Le vide laissé par un amour perdu, même s'il était faux, ne disparaît jamais complètement. Mais il n'est plus dévorant. Il est là, comme une cicatrice, un rappel de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai appris. Finalement, le véritable triomphe n'est peut-être pas de vaincre l'autre, de l'humilier ou de le voir s'effondrer. Non. Le véritable triomphe, celui qui apaise l'âme et nourrit l'esprit, c'est de se retrouver soi-même, intact, au milieu des ruines. C'est de garder sa dignité, de partir sans explication inutile, sans récrimination amère, et de choisir de vivre en accord avec ses propres valeurs, celles que personne ne peut vous enlever. C'est de comprendre que la force ne réside pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à pardonner sans oublier, à avancer sans se laisser consumer par la haine.
La vérité, présentée au bon moment, est la plus puissante des armes. Elle ne frappe pas toujours là où l'on s'y attend, mais elle frappe toujours juste. Et vous, quelle est la leçon la plus précieuse que la vie vous ait enseignée? Voilà. Mon histoire, celle d'Isabelle, trouve ici son terme. Chacun de nous, face à l'injustice, réagit à sa manière, n'est-ce pas? Certains crient, d'autres fuient, certains se replient. Moi, j'ai choisi de construire en silence. Mais quelle aurait été votre décision, vous, si vous aviez été à ma place, devant ce carrefour douloureux? Peut-être avez-vous déjà traversé des épreuves similaires. Des moments où la dignité était votre seule arme. J'aimerais beaucoup lire vos pensées, vos propres leçons de vie, vos réflexions personnelles, dans les commentaires ci-dessous. Vos mots sont précieux, sachez-le. Si ces paroles ont trouvé un écho en vous, si elles vous ont fait réfléchir un instant, alors peut-être aimeriez-vous que ce lien se prolonge. Un simple « j'aime », un partage à ceux que cela pourrait toucher, ou un abonnement à la chaîne « La Revanche Silencieuse », sont autant de façons de continuer ce chemin ensemble. La vie continue, toujours. Et avec elle, de nouvelles histoires nous attendent. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, pour d'autres récits, d'autres chemins de vie. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.